Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde L'anatomie du travail 2021, surmonter les défis d'un monde du travail décentralisé, présenté par Asana. Je vous rappelle que vous recevrez cette présentation et son enregistrement par email lorsque nous aurons terminé. Je m'appelle Jessen Souden, je suis chargé du développement commercial sur le chargé français et j'aide aussi la communauté Asana en organisant des événements comme celui d'aujourd'hui. Donc, je souhaiterais tout d'abord vous remercier d'avoir rejoint la communauté Asana. Nous vous avons contacté un ordre du jour qui devrait vous plaire, je l'espère. La parole est aujourd'hui à nos clients et donc ils expliqueront en fait comment ils vont progresser, ils font progresser leurs équipes. Ce sera l'occasion de découvrir quelques-uns de nos bonnes pratiques et comment réaliser un bon travail d'équipe. Donc, à la fin de cette présentation, vous aurez de nouvelles astuces à transmettre à votre équipe et à mettre en œuvre pour votre propre structure à vous-même dès demain. Je voulais aussi vous rappeler que cet événement fait partie d'une tournée, donc la tournée 2021, qui est à la fois virtuelle mais aussi physique, et on l'espère de plus en plus physique, puisque nous nous rendrons aux quatre coins du monde pour vous rencontrer. Nous sommes ravis de pouvoir rencontrer nos clients et d'échanger des idées autour de la gestion du travail, et bien entendu de vous dévoiler nos astuces sur Asana. Donc, merci aujourd'hui de nous rejoindre et de voir comment Asana peut vous aider dans l'optimisation de la productivité. Et nous sommes ravis aussi d'accueillir une grande communauté aussi présente que celle que vous représentez tous aujourd'hui. Aujourd'hui, cette journée va débuter par nous allons faire connaissance en fait avec les participants de ce webinaire. Nous inviterons ensuite nos experts à exposer leurs idées. Pour finir, nous prendrons quelques minutes pour répondre à vos questions, pour vous dire un peu plus à propos d'Asana. Et j'aimerais laisser la parole aujourd'hui donc à Kevin, qui est directeur marketing France. Bonjour Kevin. Bonjour Jason, je te remercie pour cette introduction. Bonjour à tous, effectivement, je suis Kevin et je suis en charge du marketing chez Asana pour le marché français. Je suis très heureux de pouvoir animer cette session aujourd'hui et d'être parmi vous. Je vous présenterai un petit peu plus tard le panel d'aujourd'hui et les invités que j'ai avec moi. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est possible que certains d'entre vous ne soient pas très familiers avec Asana. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est Asana et à quels besoins cet outil répond-il. Donc, à l'évidence, nous cherchons tous à optimiser notre travail au maximum, à être le plus performant possible et à produire des résultats visibles et mesurables, si possible, bien entendu. Mais beaucoup d'entre nous consacrent la majeure partie de leur temps à des tâches autres que celles liées à leur cœur de métier. Chez Asana, on appelle l'ensemble de ces activités le work about work, c'est le travail à propos du travail. Près de 60% de notre temps est d'ailleurs consacré à ces tâches liées à l'organisation du travail. Ça peut être réponse aux emails, ça peut être des participations à des réunions, ça peut être de la recherche d'informations, etc. Et pour information, le reste est divisé entre produire le travail réel, donc en fait produire le travail pour lequel on a été embauché, qui représente environ 21%, et développer et travailler sur tout ce qui est stratégie organisation, qui est environ 13%. Lorsque l'on cherche à optimiser le travail et à éviter au maximum les tâches liées à son organisation, on constate que les équipes qui fournissent en fait les meilleures performances sont celles qui ont une vision très nette de leur mission et du but qu'elles cherchent à atteindre. Je vais prendre comme exemple la NASA pour vous donner un exemple concret qui doit normalement résonner aux oreilles de tout le monde. La mission de la NASA, c'est de comprendre l'univers et ce qui nous entoure. C'est simple, c'est qu'est-ce que c'est l'espace et dans quel espace la Terre évolue. En dessous de la mission viennent les objectifs. Il s'agit ici de déduire des objectifs clairs à partir de la mission de départ. Les objectifs doivent être suffisamment précis et mesurables pour permettre à votre équipe d'organiser sa progression pour répondre à la mission. Pour revenir dans le cadre de la NASA, certains des objectifs sont par exemple d'envoyer des hommes sur Mars ou bien de lancer un nouveau satellite. On subdivise ensuite ces objectifs en plusieurs portefeuilles. Grâce au portefeuille, les managers ou alors les responsables de division peuvent visualiser les projets clés des différentes équipes en temps réel. Là encore, si je me replonge dans la NASA, on pourra avoir un portefeuille qui est par exemple recrutement, on pourra avoir un portefeuille communication, un portefeuille finance, etc. À l'intérieur des portefeuilles, on retrouve les projets. Les projets constituent des blocs d'activités sur lesquels les équipes travaillent en collaboration. Dans le cas de notre exemple, et si on se met dans le portefeuille recrutement, par exemple,
on va pouvoir avoir un projet qui va être le recrutement de nouveaux astronautes, un autre qui va être le recrutement de nouveaux ingénieurs. Et ensuite, chaque projet comprend un ensemble de tâches. Donc, tâches, des unités de travail individuelles à accomplir par les membres d'une équipe. Et en général, ces tâches, elles sont nombreuses. Et parfois, elles sont si précises qu'il peut être difficile d'en voir l'utilité ou de comprendre à quel objectif cette tâche correspond. Dans le cas de notre exemple, une tâche pourrait être, par exemple, poster une offre d'emploi sur le site Carrière pour trouver des candidats au poste d'astronaute. La transparence et la clarté sont donc des éléments clés pour optimiser le travail et obtenir les meilleurs résultats possibles. Et chez Asana, en fait, on s'appuie sur un concept basé sur ce que nous venons de voir à l'instant, qui est la pyramide de la clarté. C'est une représentation simple pour bâtir toute une stratégie, clarifier les objectifs et les responsabilités. Si vous suivez ce schéma ou cette pyramide, il est facile de comprendre en un coup d'œil comment se décompose la stratégie pour répondre à la mission globale. Asana est conçu pour vous aider à planifier et à gérer votre travail, en fait, des grands objectifs que vous avez définis au début à l'attribution des tâches quotidiennes. Et ce qui fait que votre équipe saura quoi faire, pour quand et comment. Cela permet donc de réduire de façon drastique les tâches en double qui, selon une étude que l'on a menée, dont je reviendrai plus tard, représente 237 € en moyenne par an de perdus et les réunions superflues, 160 heures par an environ, ce qui est énorme. Et alors maintenant que je vous ai expliqué la pyramide de la clarté, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est Asana et comment, en fait, visuellement, comment ça se traduit dans l'outil. Donc, on va commencer par ces grands objectifs. Grâce à cette fonctionnalité-là, Asana elle va vous faciliter le travail et vous permettre de créer des objectifs clairs et précis pour répondre toujours à la mission globale. Chacun connaît ainsi la direction à prendre et cela permet de construire par la suite des projets pour pouvoir atteindre ces objectifs. Vous pouvez également facilement mettre à jour ces objectifs et montrer leur progression au fur et à mesure. En fonction de cela, vous pouvez alors, par exemple, réajuster, réattribuer ou revoir certains projets. Par exemple, vous pouvez voir quel objectif est quasiment atteint, quel objectif est en retard, etc. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Si vous travaillez en marketing, un objectif peut être, par exemple, augmenter de X% le trafic sur le site, ou alors réduire de X% le taux d'attrition. Si vous travaillez dans les RH, ça peut être, par exemple, recruter, ouvrir ouvrir un bureau dans un nouveau pays. Voilà, ça peut être un des objectifs. De ces objectifs-là vont découler des initiatives qui sont regroupées au sein des portefeuilles. Les portefeuilles sont la solution en fait pour suivre tous les projets qui ont un but commun. Pour faire simple, un portefeuille égale un ensemble de projets. Je reprends un exemple du marketing. Un portefeuille peut être brand marketing, un autre peut être génération de leads, ou là, comme on voit sur l'exemple, ça peut être portail client, recrutement, planification commerciale, etc. Plus bas dans la pyramide, donc on descend au niveau des projets, et là, on simplifie en fait le suivi des tâches, leur répartition, l'ajout d'échéances, etc., que ce soit pour planifier des projets complexes ou des tâches isolées. Pour cela, Asana propose différentes vues de projet. Ça peut être sous forme chronologique, sous forme de tableau, sous forme de liste. Chacun peut en fait bénéficier d'une expérience personnalisée. En effet, un même projet peut être vu de manière différente en fonction de qui le regarde. Par exemple, vous pouvez préférer la vue liste. Quelqu'un d'autre de votre équipe pourrait préférer la vue tableau, une autre la vue chronologique. Peu importe, vous pouvez naviguer de l'un à l'autre. Ça ne changera rien de l'autre côté. Vous pouvez également créer des dépendances qui relient des tâches entre elles et permettent une mise à jour automatique en fonction de l'avancement d'une tâche antérieure. Un projet ou une tâche ne peut démarrer que lorsqu'une autre tâche ou un autre projet est finalisé. Je prends un exemple. Par exemple, vous souhaitez faire une communication presse autour d'un nouveau produit. La communication auprès des journalistes ne pourra se faire que lorsque le communiqué de presse aura été finalisé et validé. C'est-à-dire que si la validation prend du retard, au final, la communication sera décalée dans le temps. D'après notre étude, l'anatomie du travail, que l'on a sortie en 2021, près de 70% des personnes interrogées estiment qu'elles seraient plus à même d'atteindre leurs objectifs si elles disposaient de meilleurs processus pour gérer leur travail. Et d'ailleurs, ça représente environ 316 heures par an qui pourraient être économisées si au final on enlevait toutes les tâches un petit peu inutiles, manuelles, répétitives, etc. On pourrait aider les équipes à renforcer leur processus et être aussi productifs que possible. Asana propose de mettre en place des règles. En fait, ces règles, elles vont traiter toutes les tâches manuelles et répétitives qui font perdre du temps et qui accompagnent également jusque dans les intégrations. Par exemple, vous allez pouvoir relier Adobe, Salesforce, Slack, Jira, tous les outils que vous utilisez à Asana, et ce qui fait que vous allez regrouper en fait tout votre travail dans une seule et même plateforme et tout automatiser.
Et donc, ce qui fait que grâce à cette fonctionnalité, votre équipe va pouvoir se concentrer sur les activités qui importent et réduire donc le work about work ou le travail superflu. Quelque chose d'assez intéressant également dans cet outil, c'est les rapports. Et ils sont essentiels pour un suivi efficace pour gérer en fait tous les projets en cours. Vous allez pouvoir consulter les données de tous vos projets en temps réel depuis le tableau de bord. Et celui-là est complètement modulable et personnalisable pour que vous puissiez voir en fait tout ce qui vous est utile. Ça permet à n'importe quelle personne impliquée dans un projet ou non d'ailleurs de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui a été dépensé, etc. Et enfin, planifier et générer des projets pour produire des résultats, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Il est primordial que vous preniez soin de vos plus précieux atouts, et c'est les membres de votre équipe. Et 45% des personnes interrogées dans notre sondage citent la surcharge de travail comme un facteur clé contribuant à l'épuisement professionnel. Et là, je pense que je vous apprends rien. Dans ce rapport, il ressort également que les heures supplémentaires représentent 467 heures par an par salarié. Et en fait, en utilisant cette fonctionnalité, la gestion des ressources, ça va vous permettre de trouver un équilibre et d'éviter le surménage. Vous allez pouvoir réattribuer les tâches de façon proactive et planifier en fait vos projets selon la capacité et la charge de travail de chacun. Donc voilà un petit peu avec des copies écran à quoi ressemble Asana pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil. Je vais maintenant vous parler rapidement de l'entreprise Asana en elle-même et ensuite je vais introduire les invités d'aujourd'hui. Alors Asana, on est utilisé dans plus de 190 pays et on aide des millions d'équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes. On a la chance d'ailleurs d'avoir parmi nos clients de très belles entreprises françaises, que ce soit des startups, voire même des freelancers aux entreprises du CAC 40. Et j'ai le plaisir d'ailleurs de recevoir certains d'entre eux aujourd'hui et leurs logos sont actuellement sur ce slide. Et un petit exemple de réussite que l'on a eu avec Asana, c'est le lancement de produits chez Givenchy, donc qui est une maison qui fait partie de LVMH. Et Asana a permis, et permet toujours d'ailleurs, de regrouper et d'aligner le travail de toutes les personnes qui participent au lancement des produits, ce qui représente plus de 200 collaborateurs répartis dans plus de 19 fonctions et de gérer plus de 80 projets en continu. Et en utilisant en fait Asana, effectivement, ça a permis de lancer le produit dans les temps sur plusieurs marchés avec une meilleure coordination et en évitant une perte de temps maximum. J'ai maintenant le plaisir d'inviter notre panel d'aujourd'hui à me rejoindre et je vais donc leur demander d'allumer leur webcam afin qu'ils puissent participer à la conversation qui va suivre. Donc, je tiens déjà à les remercier encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons Magali Ferrari de chez Miro, Sophie Duport de chez GRDF et Rémi Barton de chez ADO. Alors, pour commencer, j'aimerais demander à chacun de vous si vous pouvez vous présenter brièvement votre entreprise, ce que vous faites et préciser également si vous êtes en charge d'une équipe ou non et si c'est le cas, combien de personnes sont dans votre équipe. Donc, je vais demander à Magali, dans l'ordre d'apparition, de commencer. Avec plaisir. Bonjour, donc je m'appelle Magali, je suis Head of Delivery Strategy, c'est-à-dire directrice d'initiative stratégique chez Miro. Je vais obligatoirement vous parler un peu sur Miro. Donc Miro, on s'emploie à révolutionner le monde de la photographie par assurer la gestion des photoshoots de A à Z et à une qualité premium grâce à nos réseaux de photographes un peu partout dans le monde et notre technologie d'édition et retouche par intelligence artificielle. L'équipe Delivery Strategy chez Miro, c'est à la fois c'est surtout un PMO interne. Donc, on bosse sur les processus et des projets internes et global pour nous rendre un peu plus efficaces, nous permettre d'adopter aux demandes de nos clients. Et nous sommes 7 actuellement dans l'équipe, parmi 3 bureaux, pardon. Et voilà, on a été formés pendant cette période de confinement, donc on a pas mal de trucs à vous partager sur ce sujet. Merci Magali. Sophie, bienvenue. Bonjour, merci. Donc moi, je suis Sophie Duport, je suis responsable éditoriale B2B chez GRDF dans l'équipe du digital et j'ai en charge la stratégie éditoriale sur les canaux digitaux en lien avec les entreprises du B2B. Précédemment, j'étais chez NJ Solutions et j'avais la responsabilité de l'équipe du pôle création et contenu, donc avec un management direct d'une équipe d'une dizaine de personnes qui provenaient de différentes équipes. Donc, il a fallu les fédérer et assurer une cohérence
en termes de contenu, tant en termes de création que de rédaction, et finalement assurer la mise en commun des différents outils qu'on utilisait les uns les autres. Et là, chez GRDF, donc je n'ai pas de management en direct, mais j'ai plutôt du management de projet, justement en termes de contenu et d'éditorial. Et toute la difficulté, effectivement, tout le challenge, c'est de pouvoir rassembler toutes les productions et inciter à avoir des process communs avec des équipes qui fonctionnent complètement différemment. Donc finalement, le challenge est à peu près semblable à celui que j'avais précédemment. Il est même un peu plus ambitieux parce que finalement, ce sont des équipes internes à manager qui ont des process bien ancrés, et il a fallu dépasser leur crainte de leur ajouter une nouvelle strate en leur expliquant que finalement, c'était du gain de temps parce qu'on allait gagner du temps, on allait pouvoir mettre en commun et partager plus facilement. Donc voilà la mission que j'occupe depuis le mois de décembre chez GRDF. Super, je te remercie Sophie. Et Rémi, bienvenue. Bonjour à tous, merci Kevin. Donc moi c'est Rémi Barton, je travaille chez ADO qui est en quelque sorte la maison mère de Leroy Merlin et d'autres enseignes de bricolage du même type. Je travaille dans la division produit et du coup je suis ingénieur produit. On est une équipe d'une quinzaine de personnes. Chaque famille de produits comme la salle de bain, le jardin, la cuisine chez Leroy Merlin a sa propre équipe de développement produit chez ADO. Donc moi je suis dans le motorisé du jardin, donc tout ce qui va être tondeuse, tronçonneuse et ce genre d'outils. Et nous on développe des produits en collaborateur avec des fournisseurs sur 18 mois, donc de l'industrialisation avec tout type d'intervenants en termes de métier. Et du coup, moi, j'ai une casquette de chef de projet, ce qu'on appelle non hiérarchique, puisque je ne suis pas manager de mes équipes, mais je suis la partie management de projet pour justement amener à bien le développement et l'arrivée sur le marché des nouveaux produits. Généralement, c'est des projets, on va dire, de 18 mois. Très bien, super. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Alors, l'année dernière, le télétravail est entré dans la norme pour bon nombre d'entre nous. D'après notre enquête, en fait, l'anatomie du travail 2021, cette nouvelle norme s'écarte de nos anciennes habitudes de travail, forcément. Et par exemple, les sondés nous ont indiqué passer 60% de leur temps, donc la majeure partie de leur journée de travail, à coordonner leurs activités, ce dont je parlais auparavant, donc le work about work, le travail à propos du travail. Et en outre, 87% des participants au sondage ont déclaré travailler quasiment 2 heures de plus tous les jours, soit 455 heures de travail par an supplémentaires, contre 242 heures en 2019. Je rajouterais même que 82% éprouvent des difficultés à déconnecter du travail, soit le second taux le plus élevé parmi les pays étudiés. Pour information, pays étudiés, donc on a fait l'Australie, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, le UK, la France, etc. Je pourrais partager d'ailleurs le rapport plus tard. Je pense que clairement, si vous avez été dans la même situation l'année dernière, ces chiffres ne sont certainement pas une surprise. Et je pense que tous ces enseignements-là peuvent être vecteurs de changement. L'arrivée des vaccins commence à changer la donne. Comment votre équipe a-t-elle prévu de travailler à l'avenir, à distance, au bureau, les deux? Rémi, je ne sais pas si tu as quelque chose là-dessus. Excuse-moi, j'ai eu un problème du micro. Je n'étais pas certain que c'était à moi que tu demandes. Si, c'est à toi, mais je repose la question. Ouais, parce que je n'ai pas entendu la fin de la question, excuse-moi. Pas de souci. Non, je disais en fait qu'avec l'arrivée des vaccins, ça commence à changer la donne. Et je me demandais en fait, chez ADO ou dans ton équipe ou avec les personnes avec lesquelles tu travailles, est-ce que vous avez prévenu, par exemple, de continuer à travailler à distance, de retourner entièrement au bureau ou alors de faire un petit peu un mix, comme on appelle le flex? On est carrément sur du flex. Nous, on a quand même pas mal de contraintes, c'est qu'on doit travailler sur du produit. Donc, ça a été assez compliqué de mettre ça en place dans la période qui est intervenue. Par contre, là, le leitmotiv, c'est de revenir sur du 3 jours sur 5 pour pouvoir justement garder cette flexibilité de ne pas surcharger les locaux et garder cette distanciation, mais en même temps, pouvoir avoir la possibilité de travailler sur le produit dans nos ateliers. Ok, super. Et chez Miro, c'est la même chose, Magali? Oui, en fait, on va partir en mois de juillet sur un planning de 3 jours par semaine. Je pense qu'au début, enfin août-septembre, on va privilégier un peu le présentiel juste parce que ça nous a manqué. Mais on a trouvé évidemment qu'il y a des avantages sur les deux types de travail parce qu'en télétravail, on est moins interrompu. On peut vraiment travailler au fond sur un sujet ou sur un problème
sans avoir des questions ou du bruit. Par contre, on a énormément raté le parti création ou gestion des idées en passant dans le couloir. Et aussi, on a onboardé énormément de gens pendant l'année, 18 mois, on va dire, qui n'ont jamais pu connaître leurs collègues in person. Et donc, on veut aussi insister sur cette période de rétablissement de culture et de communication ouverte. Effectivement, je pense que ça a été un des gros challenges cette année. Et alors, chez Asana, en plus, comme on a une grande croissance au niveau des employés, mais effectivement, accueillir des personnes, on va dire virtuellement, souvent, nous, il y a par exemple des gens, ça fait quasiment 1 an et demi qu'ils n'ont absolument jamais rencontré leurs collègues, ils ne sont jamais allés au bureau, etc. Donc, je pense que garder cette cohésion et pouvoir inculquer la culture dans l'entreprise à distance, ça n'a pas été une chose facile. Et je pense qu'effectivement, au moins retourner au bureau, ça pourrait aider, en tout cas, à retrouver cette fibre et juste ce contact humain qui peut quand même aider dans les entreprises. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour continuer sur ce rapport, faisant constamment face en fait, à des distractions, près de 3 employés sur 4, 72% en moyenne, se sentent poussés à effectuer plusieurs tâches à la fois dans la journée. Et le fait d'utiliser trop d'applications, sans compter les notifications qui vont avec, je pense que tout le monde ça bip dans tous les sens, ça ne facilite pas les choses. Les employés perdent en efficacité et ont tendance à passer à côté de certains messages et échéances ou ne pas agir en fait en temps utile. On utilise en moyenne 10 applications 25 fois par jour. Imaginez que ça prend 30 secondes pour passer d'une application à une autre. Je vous fais le calcul sur le temps perdu au bout d'une année, c'est énorme. Donc voilà. Cette accumulation, en fait, même si elle paraît minime, elle contribue fortement au développement, malheureusement de plus en plus important, du burn-out. Sophie, si on ne fait pas attention, on a tendance à passer nos journées à jongler entre de nombreuses applications. Donc, comme je disais, 10 à 25 par jour, d'après notre étude. Est-ce que chez GRDF, vous avez pris des mesures pour éviter ce trop-plein d'applications et faire en sorte qu'au final, les personnes n'utilisent pas 50 applications et ne sachent plus quelle application et pourquoi et où retrouver l'information? Alors, je ne vais pas avoir la prétention de répondre pour tout GRDF, qui est une entreprise assez importante, mais tout du moins sur mon périmètre. Donc, comme tu disais, moi, je suis arrivée au mois de décembre dans l'équipe du digital et j'ai pu instaurer, en tout cas avec les parties prenantes avec lesquelles je travaille, un nouveau process justement qui prenait en compte les différents outils déjà utilisés. Comme je le disais, quand j'ai proposé la solution à Asana, je leur ai expliqué que la valeur ajoutée de l'outil, c'était justement de pouvoir gagner du temps, de pouvoir rassembler sur une seule et même plateforme des informations qui étaient dispersées sur d'autres outils. Donc finalement, j'ai capitalisé sur cet atout d'Asana pour leur dire, écoutez, on ne va pas changer ce que vous faites, on va continuer à le faire, seulement on va tout centraliser pour avoir une vision globale sur un seul et même outil. Donc, moi aussi, à mon arrivée, ça m'a évité de devoir me connecter sur toutes les applications. Ça a été un hub finalement de tout ce qui était fait par ailleurs. Et ça nous permettait d'avoir un suivi beaucoup plus fiable et moins chronophage sur une seule et même liste de tâches. Donc finalement, le stockage documentaire, les applications métiers, tout a continué à perdurer. Mais finalement, on avait une visibilité recentrée. Et moi, à mon niveau et d'autres personnes avec lesquelles j'interagis, on peut se faire juste un suivi des tâches sur Asana et on a une visibilité complète. Donc, on n'a pas besoin de se disperser ou de se reconnecter sur d'autres outils, d'autres applications. Et finalement, on se rend compte que ça remplace même le mail standard qui se disperse, qui se noie. On a tout le suivi sur une tâche Asana et c'est beaucoup plus sécurisant. Ça nous garantit de rien laisser échapper. Et j'ai eu quelques personnes qui étaient réticentes et qui aujourd'hui ne fonctionnent que comme ça. Les mails ne sont plus vraiment utilisés sur nos périmètres parfois. D'accord, merci. Et c'est vrai que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. On a un client justement qui a implémenté Asana et le fait au final de tout regrouper et d'avoir beaucoup plus de facilité à gérer les projets, à retrouver l'information, etc., ils ont tellement gagné de temps qu'en fait, ils ont réussi à passer à une semaine de 4 jours, ce qui fait que ça leur a fait gagner une journée de travail sur la semaine. Donc, ils se sont dit, bon, hop, on est bien, on a gagné une journée, on passe à 4 jours, tout le monde est content, on est aussi productif, voire mieux. Donc, c'est vrai que ça a été une bonne statistique. Après, c'est vrai que
pour être efficace et productif, on doit prendre le temps de nous focaliser sur le travail à faire et vraiment les tâches les plus primordiales. Rémi, tu aides comment tes équipes à mieux, on va dire, se concentrer et à plus se focaliser sur ce qui est important, et on va dire laisser de côté ou déprioriser le reste? Alors ça a été quand même beaucoup plus complexe à mettre en place parce que nous, donc, on a commencé à implémenter Asana sur la plupart des projets internationaux et on a très très vite rentré en conflit avec le fait qu'il n'y avait pas que des tâches projets, il y avait aussi des tâches transverses, du transverse métier, des tâches qui arrivent un peu dans tous les sens et c'était ça qui prenait quand même énormément de charge, on va dire, de bande passante aux équipes et le fait que la focalisation, elle se perdait très, très facilement. Donc, en fait, la solution, elle a été très simple, c'est qu'on a mis en place sur Asana tout un tas de projets types pour de la vie série, pour du projet du transverse, du court terme, peu importe. On a de l'AMCO, enfin de l'amélioration continue, on a tout un tas de projets qui rentrent là-dedans. Et les équipes d'elles-mêmes, en fait, quand elles reçoivent des nouvelles tâches ou des nouveaux mails qui tombent ou des demandes, peu importe, rentrent ces tâches dans des projets dédiés. Et on a des routines, donc avec la partie un peu managériale, de priorisation des sujets. Ce qui fait qu'on sait exactement à la semaine l'urgence du moment, la priorité 1, la priorité 2, la priorité 3, qui sont du coup définies et qui permettent aux équipes de savoir, bon, OK, dans ma liste de tâches, j'ai cette action en priorité 1, je la prends en compte. Par contre, une fois qu'elle est finie, je considère la priorité 2. Une fois que ça c'est fini, je considère la priorité 3, sauf si entre-temps, il y a d'autres priorités, il y a d'autres tâches de la priorité 1 qui sont rentrées. Et ça permet quand même de surtout prendre la décision, OK, cette tâche-là est arrivée, par contre, elle est en priorité 3, donc on accepte, et il faut bien que ce soit clair pour tout le monde, on accepte qu'elle soit en retard parce que la gestion des priorités doit primer sur tout le reste. Mais du coup, c'est un peu comme ça qu'on a réussi à se focaliser et avoir une vue plus claire de ce qui devait être fait sans être perturbé en permanence par des nouveaux entrants ou des nouvelles tâches qui arrivaient quotidiennement, quoi. Et alors, cette priorité, c'est toi qui l'as définie ou c'est on te donne une priorité et ensuite toi tu valides si oui ou non, c'est une priorité 1, 2 ou 3? Donc nous, on présente les risques en fait quand on parle de priorité, c'est quel est le risque en termes de business si on ne fait pas l'action ou en termes de projet. Donc on revoit ça en copie avec les leaders tous les débuts de semaine et les priorités sont présentées aux équipes et c'est jamais présenté en push en disant voilà ça c'est les priorités, c'est voilà ce qu'on pense des priorités. Est-ce que par rapport à ce qu'on a analysé de la situation vous êtes OK ou est-ce que vous voyez par contre des trucs qu'on n'aurait pas pensé? Vous êtes d'accord? Bon bah OK, c'est la liste de priorités pour la semaine. C'est un peu comme Ok, ça qu'on fonctionne. super, je te remercie. Ouais. Et Magali, après, on va dire quasiment un an, voire plus d'un an de travail décentralisé, quelles leçons ont été tirées par ton équipe en matière d'efficacité, d'efficience? Enfin, qu'est-ce que tu en tires? Perso, j'ai trouvé que c'est bien facile de faire plus en moins de temps chez moi, perso. Après, on perd un peu le human touch, surtout en management, si on voit nos équipes que 10 minutes par jour ou 30 minutes par semaine en one-one. Et donc, si jamais il y a des retours à faire sur la performance, efficacité d'un employé, c'est encore plus important. On a découvert d'offrir du feedback et de faire des check-ins d'une manière très, très régulière et de savoir ou comprendre un peu l'état émotionnel, le niveau de stress au bureau et hors bureau de chacun pour anticiper un peu les soucis et où ils auront peut-être besoin d'un peu plus de bande passante ou de l'aide. Nous avons aussi noté que parfois, c'est plus dur d'être réactif pendant une crise à distance. Donc, c'est bien, on a établi quelques canaux de communication qui sont un peu voici sur Slack, vous aurez un temps de réponse qui est tel. Si c'est plus urgent que ça, il faut faire un WhatsApp. Et les WhatsApp, on check même si on est en vacances, etc. Et comme ça, on s'est dit, on peut se séparer de son ordinateur à 18h30 parce qu'on sait qu'au cas d'urgence, il n'y a pas énormément d'urgence dans le monde de la photographie, il faut dire. Mais si jamais il y a une vraie urgence ou une crise, comme il faut fermer un pays à cause des restrictions Covid, par exemple, on avait un type de système d'escalation dont on n'aurait jamais besoin. On n'a jamais eu besoin avant parce qu'on était tous un peu, au même endroit, on pouvait dire « Hey, Joss, viens ici, je veux te parler d'un truc ». Et donc maintenant, c'est plus formalisé et ça aide aussi les gens pour retrouver un peu leur équilibre vie perso et vie pro, surtout parce que si on bosse chez soi, c'est difficile à se séparer de son ordinateur, son portable, son Slack, si on n'a pas un peu une certitude qu'on
on va rien rater. Je pense qu'effectivement, le fait de mettre en place un process, comme tu dis, ça responsabilise aussi les gens. Ou avant, peut-être qu'ils auraient plus tendance à dire, tiens, j'ai besoin d'aide ou il y a ça, on va envoyer. Alors que là, s'il faut remplir, par exemple, je sais pas, un formulaire ou faire quelque chose de plus officiel, au final, je pense que les personnes se posent la question quand même plusieurs fois en mode, est-ce que j'ai vraiment besoin de contacter cette personne parce que potentiellement, elle va pouvoir ne pas être contente. Donc voilà. Donc effectivement, je pense qu'il y a un petit sens de responsabilité derrière qui est pas mal. Ouais. Donc, au terme d'une année marquée par les bouleversements et les distractions, les entreprises ont dû s'adapter, évoluer et comprendre de nouvelles règles. Elles doivent voir les choses autrement et sans cesse se remettre en question, en commençant notamment par le bien-être de ses employés. Parmi les personnes interrogées au cours de l'enquête, 7 personnes sur 10 ont connu au moins un épisode de burn-out l'année dernière. Pour rappel, les conséquences principales de l'épuisement sont la baisse de morale, les erreurs de communication, la baisse de motivation du travail, problèmes psychologiques, enfin toutes ces choses-là. À mesure que l'épuisement augmente, le niveau d'implication forcément diminue, ce qui rend le travail plus difficile et a forcément des répercussions sur la capacité de résilience de l'entreprise. Accorder la priorité au bien-être exige un engagement de la part de la direction pour que les employés puissent se sentir pleinement soutenus et impliqués. Rémi, en quoi ton équipe a-t-elle fait preuve de flexibilité au cours de cette période de télétravail et comment se dessine la suite? Alors, nous, ce qu'on a vraiment voulu mettre en place, parce que bon, je pense que ça a été le cas d'absolument tout le monde, c'est-à-dire que les premières semaines, les premiers mois, c'était des réunions dans tous les sens pour pouvoir discuter de n'importe quel fichier. Donc, c'était un peu n'importe quoi. Donc, nous, on a mis en place des règles vraiment très, très simples. Déjà, c'est que toute réunion qui n'avait pas un titre clair et un détail dans l'objet de la réunion, bah, elle était quasiment d'office refusée. Au moins, on ne perdait pas de temps, 15 minutes à expliquer le motif de la réunion, etc., etc. Ensuite, bon, on a mis tout en place le suivi enfin, la manière de travailler via Asana dans le multiprojet de manière vraiment harmonisée et globale tout projet pour que ça puisse, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et on a essayé de harmoniser notre semaine de travail en faisant, donc avant on avait du visual planning en physique avec des post-it, avec des trucs vraiment très new age qui se font en ce moment. Donc tout ça on a un peu abandonné. On a une routine en fait avec les vues chronologie via Asana du planning, c'est-à-dire on voit où on en est, ce qu'on aurait dû faire la semaine dernière et les prochains jalons et comment avance le projet. Donc c'est vraiment très très rapide, c'est que de la chronologie, il n'y a quasiment pas d'échange, pas de discussion. Par contre, on définit des ordres du jour pour des workshops où là on va vraiment garder du temps dédié sur les projets. Et ensuite, on anime des espèces de briefs quotidiens, toujours pareil, avec les tâches qu'on s'est mis d'accord qu'on allait faire cette semaine. Tous les matins, il y a des routines de 5, 10, 15 minutes, vraiment pas plus de 15 minutes, c'est le maximum, où chacun relie c'est la liste de tâches qu'il a prévu à faire par rapport aux priorités via son Kanban, son tableau de bord Asana. Et ça permet d'être très flexible par rapport à la gestion globale du travail et comment les équipes s'interconnectent également entre elles. Il y a aussi une pratique que j'ai mis en place par rapport à la flexibilité, c'est qu'on a essayé d'abandonner au maximum la partie mail projet, je parle, pour essayer de retrouver du sens également. En fait, tout ce qui est message concernant un projet va se retrouver dans Asana. Il y a l'onglet message avec toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Et donc, tous les messages qui concernent le projet sont postés là-dedans avec la possibilité de commenter, d'ajouter des collaborateurs, tout un tas de trucs. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin non plus de rechercher l'information dans un mail quand on veut savoir l'info où ben, on reçoit des millions de mails. Donc, l'info va être passée. Tout ce qui concerne un projet va être intégré via Asana, et ce qui permet de retrouver un peu l'information beaucoup plus facilement. Donc tout ça, ça a été mis en place des conséquences du télétravail et pour le moment, ça fonctionne plutôt pas trop mal, quoi. Donc, tu penses que ça va être amené à rester, ça devient en fait une nouvelle habitude que vous êtes en train de prendre et c'est normalement amené à rester sur le long terme? Pour le moment, c'est quasiment ancré, c'est ce qu'on pousse, c'est ce que pour le moment, on est revenu, comme je te disais, plus ou moins sur site et on pousse, on est toujours sur ce mode de fonctionnement parce que bah, la partie historique, elle est quand même beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus simple à retrouver, quoi. Ok, super. Alors justement, en parlant de retour au travail, les occasions de créer du lien et de célébrer les réussites se font beaucoup plus rares. Le travail à distance, d'ailleurs, intensifie le syndrome de l'imposteur, qui nous fait douter de nous et de nos capacités professionnelles. Les personnes concernées peuvent avoir plus de mal à s'exprimer. Par exemple, ça peut être pendant une réunion, on n'ose pas lever la main, on n'ose pas participer, prendre en charge certaines tâches, ou avoir l'impression qu'ils sont
clairement pas en mesure en fait, de contribuer à la réussite de leur équipe. Près des 2/3 des personnes interrogées ont déjà été victimes de ce syndrome et 47% des sondés ont déclaré avoir eu l'impression d'en souffrir davantage en 2020 que les années précédentes. Pour aider les nouveaux employés à se sentir utiles, à avoir confiance en eux et à y voir plus clair au cours de l'année à venir, les équipes doivent mettre l'accent donc, sur l'intégration de nouvelles recrues, donc on en parlait justement auparavant, et veiller à mettre en avant leur réussite de façon à s'épanouir et à reconnaître au final le travail qu'elles accomplissent. Sophie, chaque nouvelle prise de poste donc, s'accompagne d'une certaine dose de stress et d'inquiétude. Je pense qu'on passe tous par là. Encore plus quand on rejoint une équipe à distance, on n'est clairement pas accueilli dans les locaux, on ne voit pas les gens. Comment, dans ton équipe en tout cas, on a pu s'adapter, adapter les processus d'intégration des nouveaux membres pour en fait les faire sentir un peu comme chez eux dès le premier jour? Alors là, je vais parler plutôt de mon expérience d'inboarding quand je suis arrivée chez GRDF en décembre. Donc plein mois de décembre, télétravail à 100%. Et effectivement, je pense qu'il y a eu les premiers retours du premier confinement qui ont été assez bénéfiques pour moi parce que finalement, il y a eu cette première vague où toutes les équipes, les RH ont dû se mettre un peu rapidement sur de nouvelles méthodes, sur un nouveau fonctionnement. Côté GRDF, il y avait déjà un parcours d'intégration qui était quand même très bien construit, assez en profondeur, c'était très bien structuré. Ils ont su insuffler toute cette part du digital finalement dans l'intégration des nouvelles recrues. Et moi, quand je suis arrivée, le parcours était déjà très bien constitué. Mais en plus, j'ai eu ce sentiment effectivement d'avoir une disponibilité des équipes beaucoup plus forte. Donc une intégration très bien réussie. Et ça a pu être favorisé aussi par des mises en relation en visio, en one-to-one. Alors, c'est vrai que les visio one-to-one, c'était ce qui était le plus efficace parce que, comme ce que tu disais tout à l'heure, Magali, il y avait ce toucher. Tu peux pas, n'as pas le même relationnel en voyant les personnes en vrai. Tu sens pas, tu captes pas les mêmes impressions. Et malgré tout, le one-to-one en visio, ça m'a déjà beaucoup apporté pour me faire connaître, pour connaître les gens, même si c'était par écran interposé. Donc, il y avait beaucoup de bienveillance et de disponibilité qui a été extrêmement favorable. Une belle agilité, mais je pense c'était aussi les retours du premier confinement qui a favorisé cette agilité digitale. Et oui, cette mise à distance, malgré tout, qui manque pour des moments imprévus. Tout doit se caler, se calibrer, se cadrer, se paramétrer en avance. Et il n'y a plus cette phase d'improvisation dans le couloir ou à la machine à café. Donc, ce sont des moments d'impro qui manquent un peu, mais malgré tout, il y a eu quand même effectivement un premier bilan du premier confinement qui m'a permis d'être bien accueillie, je pense. Je pense que c'est important, effectivement, comme tu le dis, d'avoir ces moments, alors même s'ils sont très courts, si c'est que des one-to-one de 15 minutes, mais juste déjà pour connaître la personne, comprendre ce qu'elle fait dans l'entreprise, est-ce qu'on va être amené ou pas à travailler avec cette personne, puis juste au final discuter, que la personne dise bienvenue voilà, dans l'entreprise, etc. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est sûr qu'on peut se dire, tiens, ça me prend un peu de temps parce qu'on peut avoir, tout dépend de la taille de l'entreprise, hein, mais ça peut aller de 2 personnes à peut-être 30 ou 40 personnes. Donc, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de café. Mais je pense que c'est important de bloquer ces petits moments formels et informels dans un agenda pour effectivement se sentir en tout cas accueilli et partie prenante de l'entreprise. Rémi, pour toi, il y avait quelque chose de spécial chez ADO? Non, honnêtement, on était sur le même motif que Sophie. On a beaucoup fait de one-to-one. Donc, nous, on est sur des équipes relativement réduites. Donc, on est sur 15 personnes. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un nouvel arrivant, on bouquait les semaines en fonction pour essayer de prévoir des créneaux de 15, 20, 30 minutes maximum pour juste vraiment de l'informel présenter se présenter à la personne, et ensuite des créneaux un peu plus spécifiques en fonction des équipes, soit technique, soit communication, pour présenter le boulot et ce qu'on pouvait lui apporter, ce qu'on attendait éventuellement de la personne. Là où on a eu, nous, un peu plus de chance, c'est que on pouvait également aller chez Leroy Merlin pour présenter des produits. C'est arrivé 2-3 fois qu'on aille directement en magasin avec la personne pour regarder voilà, les produits, ce qu'on fait. On avait carrément le showroom à disposition. Bon, c'était un peu plus. Donc, on a quand même pu garder une partie des physiques. Mais sinon, oui, c'était principalement du one-to-one également. Ok, super. Et Magali,
alors, Miro, c'est plus petit, effectivement, que ADO et GRDF. Donc, je pense qu'il y a l'esprit, on va dire, communautaire qui est peut-être un petit peu plus poussé, notamment dans les startups, où c'est vraiment, en gros, on est la famille. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement construire cette communauté, la garder au final vivante, un petit peu cette flamme? Et comment, par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, bah, vous le mettez en avant, vous le célébrez, même si vous n'êtes pas à côté Oui, oui, tout à fait. Alors, mon équipe, on était avant l'équipe Ops qui gérait les projets clients et les projets internes. Donc, on a splitté un peu les équipes au mois de janvier. Et donc, j'ai récupéré quelques membres de mon équipe qui étaient chez Miro depuis 3 ans, mais qui n'étaient pas avant, mais 1 - 1. Et donc, il fallait quand même créer un esprit quand même de l'équipe et de communauté. Donc, c'était hyper important pour moi aussi en tant que manager de réussir à créer quelque chose. Donc, heureusement, on n'est que 7, donc c'était quand même faisable de le faire. Donc, on faisait à tout début de la journée, chaque jour, un check-in de 5 à 10 minutes où surtout on peut demander d'assistance, clarification, poser des questions sur les priorités parce que ça changeait un peu tout le temps. Et ça, c'était pour gérer le travail au quotidien. Alors, après, j'ai introduit quelques semi-weekly, on appelle les petits apéros chez Miro les happy row. On faisait des petits happy row virtuels tous les 2-3 mercredis. Et en plus, j'ai insisté sur le fait d'avoir un team building chaque trimestre, même si c'était à distance. Donc, on faisait des Zoom parties avec des jeux comme Jackbox, GeoGuessr. On a parlé de nos films préférés et on a fait un petit peu de club. Mais après, j'avais aussi insisté sur la transparence des priorités de la boîte et de la direction de la boîte parce que la création du confiance, ça va dans les deux sens. Donc, je ne peux pas insister que les nouveaux employés ou des nouveaux membres de l'équipe me rendent confiance. Si je ne peux pas leur partager pourquoi est-ce qu'on va faire ça, même si ce n'est pas exactement ce que le CEO vient de me dire, je peux au moins communiquer. C'est pour ça qu'on a cette nouvelle priorité. C'est pour ça qu'on doit shifter un peu. On était sur un projet des photographes, mais maintenant, c'est plus important de faire ce projet pour le customer service, pour telle raison. Et en termes de célébrer ou fêter les accomplissements des gens, on a énormément utilisé les licornes multicolores d'Asana, bien sûr. Mais honnêtement, on a utilisé aussi des project updates et les portfolio updates pour mettre à l'avant le boulot, ce que faisait mon équipe, parce que c'est eux qui font leur mise à jour projet chaque semaine. Puis après, c'est moi qui fais le portfolio update qui est partagé avec les VP et tout. Donc, je n'hésite pas de mentionner le nom du personne qui a eu ce résultat ou qui a livré ce truc. Et en plus, j'ai insisté. Moi, je fais toujours au moins une fois par semaine un message de feedback positif vers le manager de quelqu'un s'ils ont fait un truc de bien. Et j'ai partagé ça à mon équipe. Je pense qu'ils le font pas mal aussi parce que déjà, ça rend les managers plus à l'écoute si jamais on a du feedback négatif aussi à partager, si on ne fait pas que des plaintes. Et aussi parce que, exactement, si un nouveau producteur a vraiment bien géré un processus sur un photoshoot, il faut que je partage à son manager pour qu'il peut être fêté ou dans l'équipe et aussi pour que les gens peuvent apprendre un peu de ce qu'il vient de faire. Et donc, c'est ça un peu ce qu'on a fait. Mais on était vraiment au niveau de l'équipe. Après, le team, le Happiness Manager, ils ont fait des Murder Mystery Parties. On a fait des trucs trivia, whatever, sur Zoom. Mais c'est vrai que les soirées un peu entre mironautes, on a hâte pour le mois de juillet. Ok, super. Oui, c'est vrai que quelque chose qui est souvent mis en place aussi, alors chez Asana on le fait, mais dans d'autres entreprises aussi, c'est tout simplement, alors soit sur une channel par exemple Slack ou Teams ou autre, où en fait on peut se dire, bah tiens, chaque jour de la semaine, il va y avoir des kudos, des bravo à telle personne qui m'a aidé par exemple sur tel ou tel projet, et c'est vrai que ça permet de mettre en avant la personne, d'expliquer comment elle nous a aidé, de lui donner un petit peu de visibilité. Au final, ça prend pas beaucoup de temps, et c'est toujours appréciable d'avoir publiquement en fait un petit remerciement comme ça. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on fait chez Asana et que j'ai vu dans d'autres entreprises.
Alors, les équipes comptent profiter de ce nouveau départ sous le signe de la résilience pour évoluer positivement dans les mois à venir. À l'échelle internationale, les trois principaux objectifs des sondés, c'est évoluer professionnellement, gagner en confiance au travail et mieux s'organiser. En France, les trois principaux objectifs, évoluer professionnellement, pareil, gagner en confiance au travail et consacrer plus de temps aux tâches qui les passionnent. Parce qu'au final, on revient encore sur les 60%, on fait beaucoup de tâches qui sont inutiles. Donc, plus de la moitié, 57% des employés français estiment que les compétences requises pour exercer leur métier évolueront dans les années à venir. Les éléments qui inciteront d'ailleurs les travailleurs à se dépasser en 2021 et 2022 dans les années à venir, c'est accomplir des tâches agréables et motivantes, savoir que leur travail personnel apporte une valeur ajoutée à l'entreprise et pas qu'ils sont juste inutiles et qu'ils font quelque chose sans impact, et savoir que leur travail personnel leur donne la possibilité d'évoluer professionnellement. Rémi, est-ce que chez ADO, vous avez une nouvelle pratique professionnelle liée au télétravail qui vous convient et que vous avez l'intention d'adopter, de conserver, d'arrêter? Alors, je sais que tu nous as parlé déjà un petit peu de ça avant, mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus que tu voudrais ajouter? Deux choses, vraiment rapidement. Un, c'est la partie brief quotidien. C'est quelque chose, honnêtement, que quand on l'a mis en place, et moi le premier, on a un peu râlé encore de devoir passer 15 minutes en réunion, il y a des réunions de partout, etc., etc. Par contre, c'est la réunion qui commence la journée où tout le monde se connecte et toute l'équipe se connecte. Donc, même si on est à distance ou sur site, il y a cette reconnexion et ce focus sur l'équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose que dans tous les cas, on a mis en place et qu'on veut maintenir. Bien sûr, on anime ce brief en plus via Asana, donc ça permet de faire le lien avec tous les projets et tout. C'est vraiment, vraiment intéressant pour la suite. Et le deuxième outil moi, que j'ai poussé, c'est également, on a mis en place un projet dédié pour la partie travail partiel, quand on avait des périodes de chômage partiel, de travail partiel, pour justement arriver à estimer la charge sur du long terme avec la prise en compte de ces périodes off pour pouvoir voir où on était au niveau des atterrissages projets. Et en fait, ça s'est prolongé, ça s'est prolongé. Maintenant, on met toutes les périodes off sur ce projet que j'ai renommé Holidays de l'équipe, en gros, où on met les vacances, les périodes off, même les périodes de formation, peu importe. Et ça permet très facilement, via la vue portefeuille, la gestion des ressources, de voir les périodes où les personnes ne sont pas là. Et si on avait des échéances prévues à ces dates-là pour ces personnes, ben d'anticiper ça et de lisser le planning et vérifier les impacts, anticiper plutôt les impacts plutôt que les subir et devoir corriger le planning. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place via le confinement par rapport au travail partiel et qui maintenant s'est dupliqué. Il y a toutes les périodes off qui y sont. D'ailleurs, la plupart du temps, l'équipe remplit ses vacances sur Asana avant de le mettre dans l'outil dédié RH qui est souvent oublié. Donc, c'est les deux pratiques qu'on va commencer à continuer à pousser. Donc, le brief quotidien et le fait de gérer les temps off également dans le projet commun, quoi. Ça fait un tout. C'est bon à savoir effectivement de mettre dans off dans Asana, ça permet effectivement, je pense, de voir la surcharge de travail dont on parlait avant et de voir en gros un peu l'impact sur les équipes. C'est une bonne idée, effectivement, j'y avais jamais pensé. Mais il faudrait que je regarde si on le fait en tout cas chez Asana. Euh, alors, je sais pas, on va passer aux questions-réponses parce que là, il nous reste juste 10 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réponses. Si vous en avez, vous pouvez les laisser dans la petite fenêtre de questions-réponses. Et alors, en attendant, si jamais il y a des questions, j'aimerais juste poser une question à chacun de nos intervenants sur est-ce que vous avez un conseil concernant Asana? Par exemple, est-ce qu'à chaque fois que vous lancez un projet, vous avez un peu la même façon de travailler? Ou alors quand vous optimisez quelque chose, enfin, juste une petite astuce à donner à nos auditeurs. Je vais commencer avec toi, Magali, vu que tu es encore en haut du… Avec plaisir. Je pense que pour moi, le truc que je vous conseille de faire, c'est apprendre à bien gérer ces notifications dès le début. Et comme ça, vous pouvez utiliser bien la fonctionnalité Inbox, à partir du moment qu'on commence à utiliser Asana. Après, la fonctionnalité Out of Office, c'est énormément utile et quand les gens l'utilisent bien, on reçoit moins des tâches assignées à soi ou dans les jours pendant lesquels on n'est pas là. Et c'est énormément bien pour la transparence. Et dernier truc, c'est explorer un peu comment gérer vos workflows ou vos requêtes inbound pour que toutes les informations arrivent dans Asana et restent dans Asana. Super, Magali, je te remercie. Sophie, est-ce que tu aurais petite astuce, quelque chose que tu aimes bien faire?
Alors, astuce, non, parce que je pense que les fonctionnalités sont illimitées. Et en fait, non, moi, ce que j'aime bien avec Asana, c'est que j'ai l'impression de découvrir à chaque fois des nouvelles choses. Enfin, le champ des possibles est infini. Et finalement, dès que j'arrive à maîtriser à peu près tout ce que je fais, je découvre des choses au fur et à mesure qui viennent enrichir mes connaissances. Et c'est un puits sans fin de possibilités. Je trouve ça absolument génial parce que plus tu maîtrises et plus tu découvres des nouvelles choses. Et non, juste le truc que j'aime bien, mais forcément, c'est la licorne, quoi. Quand tu coches sur une tâche qui est terminée, et, c'est juste le petit kiff qui est assez plaisant sur ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ces petites animations en fait de célébration. C'est tout bête, mais en fait, il y a ce sentiment de c'est fini, on a réussi, on l'a fait, on peut passer à autre chose, mais on célèbre comme ça avec juste une petite attention. C'est rien, mais ça fait toujours plaisir en fait de voir que quelqu'un nous a envoyé une petite licorne ou alors des petits confettis. C'est toujours un petit plus, effectivement. Ouais. Et toi, Rémi? Alors moi, j'ai deux gros conseils, on va dire. Un, c'est un peu comme Sophie. Moi, je considère Asana comme le centre, la colonne vertébrale du projet. Et je passe beaucoup de temps en début de projet à axer sur l'aperçu du projet, donc vraiment le premier onglet pour indiquer le brief du projet, le pitch, tous les liens vers les autres, les Google Drive, enfin tout un tas de documentation qu'on a à côté d'Asana, c'est inclus dans le truc aperçu. Les statuts du projet, effectivement, parce que ça, c'est extrêmement important de mettre à jour régulièrement les statuts pour avoir le retext du projet qui va être écrit tout seul avec tous les moments où on a été en risque ou en retard, etc. C'est vraiment, vraiment génial. Je passe pas mal de temps également à gérer la partie, à regarder, mettre en place les équipes en dur avec la gestion des notifications pour savoir qui reçoit les messages, qui reçoit la mise à jour des statuts et qui reçoit l'ajout de nouvelles tâches pour pas que les gens soient spammés des notifications mais qu'ils reçoivent les bonnes notifications. Donc ça, c'est vraiment juste la mise en place d'un projet. Après, moi, ce que j'adore faire, c'est je mets en place les règles pour que j'ai un champ métier systématiquement dans tous mes projets. Et chaque personne, je vais prendre mon responsable notice, donc je vais le taguer. Il y aura une règle qui va le mettre dans son champ métier responsable notice et il aura toujours la même couleur dans tous mes projets. Il sera bleu ciel, c'est-à-dire que quand je vais présenter une vue chronologie de n'importe quel projet, il sait que je mets toujours les couleurs par projet, par métier. Et du coup, lui, il verra toujours ses tâches en bleu ciel, quel que soit le projet, quel que soit de quoi je parle. Il sait que lui, s'il doit regarder quelque chose, visuellement, c'est le bleu ciel. Donc, c'est des petits trucs que je mets en place pour que toujours faciliter parce que moi, je suis dans le logiciel, donc je connais par cœur ce qui se passe, ce qui doit être fait. Mais les gens qui sont juste potentiellement dans la vue mes tâches et qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer toutes les autres vues, bah, au moins ils savent que c'est ça qu'ils doivent regarder en priorité. Ça les aide à mettre des phares un peu pour se repérer, quoi. Ok, très bonne astuce. Et alors, je vais partager la mienne vu que je travaille chez Asana aussi. Je pense pas que ce soit quelque chose d'assez incroyable, mais quelque chose qu'on fait très souvent en marketing, voire même tout le temps. C'est à chaque fois qu'on va lancer en fait un nouveau projet, on va utiliser un peu un système de modèle de brief en fait du projet, où en fait, ça va être juste des bullet points. Ça va être la personne qui est responsable du projet, les différentes personnes qui vont devoir travailler sur ce projet-là, les résultats attendus, par exemple, si c'est générer des leads, ça va être générer tant de leads, etc. Et à chaque fois, en fait, on va relier ce projet-là à un objectif. En fait, si vous collez tout simplement le lien de l'objectif, ça va automatiquement le mettre au propre dans le brief. Et au moins, vous savez exactement, en fait, dans quel objectif vous êtes en train de faire ce projet-là. Donc, n'importe quelle personne, au final, qui arrive sur ce projet peut regarder ce petit onglet ou ce petit paragraphe et se dire, OK, voilà ce qu'on attend de ce projet, voilà à quoi ça correspond, voilà l'impact attendu, voilà les personnes qui font partie du projet. Au final, ça permet de se coordonner et de savoir qui fait quoi, à quel moment et pourquoi, comme je disais. En tout cas, je remercie les panélistes d'aujourd'hui. Apparemment, il n'y a pas eu de questions. Je pense qu'on a été tellement bon qu'il n'y a pas eu de questions. Donc, si vous voulez, vous pouvez éteindre votre caméra. Je vais finir la présentation. Mais en tout cas, je souhaite vous remercier chaleureusement pour votre participation d'aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant et merci pour votre temps. Pour votre temps. Alors, il est temps maintenant de voir comment on met en pratique tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Pour rendre l'utilisation d'Asana encore plus simple, vous pouvez télécharger et imprimer la liste des raccourcis clavier. C'est une référence pratique à garder à portée de main. Alors, si on a des experts comme Rémi, Magali ou Sophie, peut-être qu'ils connaissent déjà tout. Mais en tout cas, vous avez un petit lien sur lequel vous allez pouvoir imprimer tout simplement ces raccourcis. Et pour tous les participants de l'Asana Together World Tour qui ne sont pas encore utilisateurs Asana Premium ou Business
on vous propose une période d'essai gratuite de 30 jours. Donc, ça apparaît sur le slide. Donc, vous avez un code à rentrer, en fait, qui est Asana Together. Et le meilleur moyen pour l'ensemble de votre équipe d'essayer toutes les fonctionnalités d'Asana est l'occasion de mettre en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Si vous êtes le champion Asana au sein de votre équipe, vous pouvez rejoindre le programme Ambassadeur Asana. Alors, c'est pas l'ambassadeur comme un pays, mais c'est quand même pas mal. Vous allez être invité à participer à des webinaires privés. Vous allez pouvoir avoir en avant-première, en gros, des informations sur les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir chez Asana. Vous allez également avoir accès à un grand nombre de ressources et astuces, à un réseau d'ambassadeurs pour, en gros, collaborer et apprendre des autres sur comment utiliser Asana. Une fois devenu ambassadeur, vous allez recevoir une invitation sur Asanaverse, un espace de travail, un centre de ressources réservé aux membres que vous voyez là sur le slide. Et vous allez également avoir des récompenses puisqu'on souhaite vous remercier pour votre implication. Notre réseau d'ambassadeurs, c'est environ 2600 membres répartis dans plus de 95 pays, donc il y a du monde, vous ne serez pas tout seul. Et vous allez pouvoir avoir accès en fait à un groupe sur Slack sur lequel vous allez pouvoir échanger. Alors, et en sachant que c'est la bonne nouvelle, si vous avez participé à ce webinaire-là, vous allez être mis en avant. En fait, ça va prendre beaucoup moins de temps, en fait, si vous voulez, pour devenir ambassadeur chez Asana. Un grand merci encore à nos 3 panélistes d'aujourd'hui. Donc, Rémi de chez ADO, Sophie de chez GRDF et Magali de chez Miro. C'est vraiment encore un grand plaisir de vous avoir. J'espère vous avoir sur d'autres événements Asana. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur le produit, sur ce qu'est l'entreprise, en apprendre plus sur le nouveau monde du travail décentralisé. On fera suite avec un email. Je vais vous envoyer ce rapport si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'informations, que ce soit sur le burn-out, sur le syndrome de l'imposteur, sur le work about work, toutes ces choses-là dont nous avons mentionné, mais on est resté un petit peu dans les grandes lignes. Donc là, il y aura beaucoup plus de détails. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.